Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. ABC Talk TV, le média du bien-être et du développement personnel avec une personnalité justement que j'avais très envie de recevoir depuis un petit bout de temps parce que je le suis sur les réseaux sociaux. Je regarde son actualité et le garçon est très très difficile à suivre. On ne sait jamais véritablement où il en est, est-ce qu'il fait pas, est-ce qu'il continue pas, dans quelle nouvelle aventure va-t-il s'engager. Ça c'est toujours la grande question, en tout cas c'est l'homme qui fait toujours en sorte d'être la meilleure personne de lui-même. Et je trouve que c'est une belle définition, c'est un homme qui est gourmand de la vie, un homme sans filtre, un homme heureux. D'ailleurs, quelle est sa définition d'un homme heureux? C'est ce que nous verrons avec lui. Vous le connaissez, c'est une personnalité que vous avez retrouvée de longues fois à la télévision. Et on va voir un petit peu quelle est son actualité aujourd'hui. Nicolas Waldhoff est mon invité. Il est sur ABC. À tout de suite. Voilà, on est installé, on a une petite heure à passer avec Nicolas Waldhoff. Beau que je suis content de te recevoir. Mais c'est gentil là, la petite présentation que tu as Ça a faite de été moi. Ah ouais, c'est gentil. C'est un homme heureux. Ça donne envie de me connaître. Hein. Bon, merci d'être là. Et je disais que tu étais un homme difficile à suivre parce qu'on ne sait jamais très très bien quelle est la dernière actualité de Nicolas. Ben, c'est vrai que j'essaie de me lancer dans plein de choses parce que j'aime beaucoup essayer de nouvelles choses. Je trouve que c'est dommage de se cantonner à une seule chose. Moi, on m'a dit au début, t'es coiffeur, t'es coiffeur. Et au final, je voulais faire plein d'autres choses. Donc, il faut faire ce qu'on aime. Il faut essayer tout ce qu'on peut essayer. La vie est courte. Bon, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Quand Nicolas est rentré dans ce studio, la première question que je pose en général aux invités qui s'installent sur les canapés, je dis, ça va, vous vous sentez bien, vous êtes comme chez vous? Première réflexion de Nicolas, c'est un peu le bordel ici. Vrai ou faux? J'ai dit ça, mais je me suis rattrapé après. Non, il y a énormément d'accumulation et de couleurs. C'est trop? C'est pas que c'est trop, mais c'est que il y a beaucoup d'éléments. Donc du coup, je me suis dit, j'ai bien fait de me mettre en rouge. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est parce que les livres amènent beaucoup de couleurs. Puis il y a plein de petits objets, plein de trucs colorés. Ouais. Mais après, moi, je suis le roi de l'accumulation aussi. Donc je te dirais non. Mais j'en ai un petit peu moins que toi. Non, mais il y a plein de petits gadgets que j'aime beaucoup et c'est vrai que les couleurs, quand on a un fond noir comme ça, je me suis dit, Oui, non, voilà, c'est sûr, c'était important. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques temps maintenant qui s'appelle Vous avez rendez-vous avec Nicolas Waldhoff. Alors, il faut quand même qu'on reprécise un petit peu qui tu es pour ceux qui auraient hiberné pendant quelques mois et qui n'auraient pas compris qui es-tu. On t'a vu sur M6. Oui. Sur cette émission qui permettait justement à des personnes qui avaient des problèmes on va dire, de tenue, de look, d'esthétique. C'était des personnes qui étaient complexées. Par un défaut ou par leur look et qui d'un coup avaient envie un petit peu d'avoir un second souffle, de s'en sortir un petit peu, d'avoir une revanche, de retrouver un travail. Enfin, il y avait plusieurs problématiques. Et donc, qui venaient. Et donc, j'étais accompagné de Léa Djadja, Charles Carter et Fred Lange, donc une maquilleuse, une styliste et un médecin esthétique. Et on refaisait un petit peu tout. Donc, c'était chouette. Ça a duré 4 ans quand même. Hein. Mais c'est ce qui t'a fait exploser. Alors, à la base, moi, j'ai gagné un concours de coiffure il y a 10 ans pour M6. C'était un pilote d'une émission. C'était un peu comme un dîner presque parfait, mais c'était pour les coiffeurs. Et j'avais remporté le meilleur concept. Donc, après ça, ça avait explosé. Puis après, j'ai coiffé 2-3 personnes un peu connues. Et donc, ça avait créé le buzz. Et puis, du coup, j'avais plus vraiment de soucis à me faire. Et ensuite, ils sont revenus avec ce projet. Mais j'avais fait une émission il y a 5 ans où je découvrais des inventions. C'était une émission pour les enfants, c'était sur Sister. Et c'est là que M6 a dit oh là là, on va faire quelque chose, on va te mettre incarnant d'un programme. Mais à la base, je savais, enfin, j'ai fait le truc parce que c'était pour donner un coup de main à une prod. Et au final, je me suis retrouvé dans un truc, on m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Et j'avais dit moi, je veux faire du théâtre, je veux pas faire de la télé. Il m'avait dit bah, fais de la télé et après tu feras du théâtre. Et donc, C'est ce que tu as fait. Et voilà, je me suis laissé guider parce que. Moi, le plus important, c'était de divertir. Donc, quand j'ai compris que dans une émission de quotidienne où en fait, je leur ai dit, je veux faire mon métier. Si je vais à la télé, je veux pas je suis pas animateur, il y a des gens qui le font très bien, mais je veux pouvoir faire mon métier et aider, quoi. Et donc, ils ont commencé à concevoir cette émission. Et je me suis dit, mais si je peux faire le con, en même temps aider et en même temps faire mon métier et donner, de la valeur à cette profession que j'adore et que j'admire, je me suis dit, bah, tant mieux. Puis j'ai pu tout faire en même temps, rigoler,
Enfin, du coup, c'était génial, quoi. Alors ce livre, évidemment, juste un mot parce qu'il faut le lire, parce que c'est plein de conseils pratiques sur la coiffure, bien entendu, avec une très grande majorité consacrée aux coiffures de femmes. Il y a un petit peu d'hommes, pas beaucoup. Il y a un petit peu d'hommes. En fait, ce livre, j'ai commencé à y penser pendant le confinement. Parce que tous les gens me disaient, mais comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, parce qu'il n'y avait pas de coiffeur. Donc en gros, il fallait donner des astuces aux gens pour qu'ils se débrouillent. Et malheureusement, les coiffeurs, ils aiment bien garder leurs secrets pour eux. Sauf que quand tu gardes tes secrets, les gens ils se loupent, ils font des conneries chez eux. Au final, c'est encore pire parce qu'il faut les rattraper. On en voit. Bah oui. C'est terrible. Et donc j'ai aidé plusieurs personnes en live sur Instagram pendant le confinement, mais c'était une catastrophe. Ils n'y arrivaient pas, c'était compliqué. Et donc je me suis dit, on ne sait jamais, si ça se trouve il y aura un autre confinement, si ça se trouve il y aura une autre pandémie. Tu sais qu'il y a un sujet que tu n'abordes pas sur les coiffures hommes. Ah bon? Les implants. Les implants, je crois qu'il y a un petit truc sur les implants. Il y a un truc sur les implants? Je ne l'ai pas vu, dis donc. Il y a un truc qui dit que, en gros, il n'y a que cette solution si vraiment on est complexé et que machin. Mais effectivement, je l'aborde, mais j'en fais un tout petit truc parce qu'au final, les implants, c'est pas pour tout le monde. C'est quand même une opération, c'est quand même un truc, c'est quand même une opération invasive. C'est ça parce que j'y ai eu droit, donc c'est pour ça que voilà. Ah, mais je me demandais, je trouvais que Oh non, salaud! Tu l'as vu? Je trouvais que ton implantation était tellement bien faite que je me disais, attends, il y a un truc. Elle est hyper régulière devant. Ah bon, d'accord. Moi je vois. Tu sais, je vais te dire, quand j'ai préparé l'émission, c'était les deux trucs qui m'ont le plus mis la pression. Je me suis dit, la décoration du studio, parce que je sais que tu aimes l'esthétique des endroits dans lesquels tu te rends. Ah oui, c'est vrai. Et deux, l'esthétique physique. Et je me suis dit, est-ce que tu n'as pas l'air con, justement, avec ton Rubik's Cube et tes implants? Voilà, est-ce qu'il va remarquer? Non, les implants, je me suis posé la question parce que je regarde tout, l'implantation, ça me passionne. Donc, oui, évidemment. Je regarde tout. Non, après le look, je trouve ça fun. Non, il n'y a pas de souci. Bon, ça va, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Évidemment. Donc, si vous êtes, j'ai eu beaucoup de mal à conserver ce livre parce que toute la gente féminine, notamment de la rédaction, voulait se le procurer pour avoir tous les conseils de Nicolas et il va pas tarder à partir. Tu es venu aussi avec un petit cadeau. Avec ma petite bougie. J'ai créé cette bougie. C'était en partant en voyage, j'ai été inspiré parce que moi je suis passionné de bougies qui sentent bon, je me ruine avec ça et je voulais une bougie à un prix accessible, qui sente bon, qui me rappelle mes voyages, qui me rappelle mes vacances. C'est à base de bois de cachemire, d'élémie, d'encens, de plein de choses qui me... Super, merci. Enfin de bois, et c'est des odeurs qui me rappellent un petit peu. Il y en a qui me disent ça sent l'église. Non. Il y en a qui me disent ça, parce qu'il y a l'encens, il y a tout ça. Il y a un peu de tout. Mais dès qu'on l'a fait brûler, moi ça me rappelle beaucoup mes voyages. Ouais. Et je la trouve géniale et elle désodorise super bien. Où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans mes boutiques, sur mon site internet, puis voilà, dans mes boutiques. Dans les goodies de tes boutiques, voilà. etc., etc. Alors on va revenir sur tu sais que dans cette émission, moi j'aime bien revenir sur les parcours de vie. Oui. Parcours de vie parce que c'est toujours intéressant de savoir comment est-ce que lorsque on démarre, comment est-ce qu'on arrive à être ce que tu es aujourd'hui? Comment est-ce que tu crois en la chance? Est-ce que la chance est un facteur primordial dans l'ascension de quelqu'un? Ou est-ce que c'est avant tout le travail et les bonnes rencontres? Qu'est-ce qui a fait que tu es aujourd'hui ce que tu es? Alors je dirais, il y a eu des rencontres, il y a eu un point de départ, c'est quand j'ai fait mon coming out, c'est quand j'ai annoncé que je voulais être coiffeur. Je pense qu'il y a eu une rupture avec mes parents. Donc ça a été une vraie motivation parce que quand j'ai vu leur regard, mes parents ils ont cru vraiment que j'allais gâcher ma vie, que c'était loupé, que j'étais un enfant intelligent, éveillé, qui se posait des questions. Et puis d'un coup, au truc d'une rencontre, j'ai eu envie de faire de la coiffure. Donc pour mes parents, c'était quand même un métier, une voie de garage, donc ça a été très compliqué. Mais quand j'ai vu leur tronche, j'avoue que je me suis dit, si je réussis pas à faire une belle carrière, ils vont croire toute leur vie que j'ai gâché ma vie, quoi. Sauf que ta maman, tu l'as mise en avant plusieurs fois à la télévision. Oui. Et elle est fière de toi. Oui, ma mère, elle est fière de moi. Je pense que maintenant, oui, elle est fière. Mais c'est vrai que ma mère, un jour, elle me tombait à genoux devant moi. J'avais fait mon coming out. Ma mère, elle vient d'une famille traditionnelle. Elle est catho. Elle est viette. Elle a fui le Vietnam à 18 ans. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Elle a beaucoup sacrifié de choses pour que j'y arrive. Bon, quand je dis que je voulais être coiffeur et que j'étais pédé, je peux te dire que c'était hyper compliqué, quoi. Je me rappelle, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et un jour, elle était vraiment en larmes. Et je dis, parce que c'est toi la femme de ma vie, alors maintenant on arrête d'en parler, je trouverai jamais quelqu'un qui t'égalera. Oh. Et donc je préfère chercher ailleurs. Et donc en fait, après ce jour-là, je crois qu'elle s'est un peu arrêtée de faire une fixette.
Et puis elle m'a laissé un peu faire ma vie. Et puis après, quand j'ai eu mon premier gros cachet, je lui ai montré. Puis après, quand j'ai eu mon premier salon, je lui ai dit, tu vois, maman, on peut y arriver. Puis après, bon, la suite, vous la connaissez, mais ça a toujours été compliqué parce que. Mais je pense que si j'avais eu des parents soutenants, j'aurais pas été aussi loin. Je pense que vraiment, le fait de. Parfois. Moi, j'en ai fait une force. Je trouve que parfois, quand on me dit, tu vas pas y arriver, oh là là, tu vas voir. Je préfère me dire ça. Je me rappelle que même j'avais des amis qui me disaient, mais je disais, vous verrez un jour, je serai connu pour mon travail. Ils me disaient, oui, oui, c'est ça. Vous verrez un jour, même à la télé, on me verra à la télé. Ah oui, oui, c'est ça. Mais à chaque fois, je le faisais et maintenant, ils me disent, on sait que si tu le dis, tu vas le faire. Et maintenant, quand je dis, je le fais, quoi. Il y a une phrase qui est intéressante dans ce que tu viens de dire. Tu dis, vous verrez quand je vais y arriver. Est-ce que tu penses y être arrivé? Non, ah non, non, non. Moi, pour moi, quand on me dit t'as réussi, je dis ah non, non, non. Je dis ça, c'est pas de la réussite. Je dis, en plus, aujourd'hui, là, j'ai des combats que je mène pour que tout tienne, que je garde mes boîtes et tout ça. Je peux vous dire que si tu travailles tout le temps, tout le temps. En plus, là, il y a une crise, il y a quand même l'after Covid. Donc, c'est très compliqué d'avoir 3 établissements. Puis j'ai fait quelques petites conneries aussi, hein. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Non, je dirais, la réussite, ça s'évalue à la fin, ça s'évalue vers les 50 ans, 60 ans. Faut savoir si on s'est bien entouré, savoir si ça a bien duré, si on est bien, enfin ouais, si on est bien entouré, si on s'amuse, si on rigole encore, si on fait ce qu'on aime, si on rigole. Enfin, moi, c'est ça la réussite. Et qu'on arrive à ne pas compter chaque sou, machin. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, vous ne pouvez pas évaluer une réussite. J'ai eu une ascension, oui. J'ai été repéré, oui, ça c'est sûr. Mais une réussite, je ne l'évaluerai pas maintenant. Si on se projette, tu as 50 ans demain. Considérer que tu as réussi à 50 ans, c'est ce que tu disais, puisque visiblement c'est un âge charnière, hein, 50 ans. Qu'est-ce que tu dois avoir? Si je dois me projeter à 50 ans. Ouais, c'est ça. Où tu es censé en être à 50 ans? J'espère qu'à 50 ans, j'arriverai à avoir créé encore plus d'emplois. J'aurai créé un idéal, un mode de vie de coiffeur qui sera différent, où les gens ne seront pas obligés de travailler comme des fous. J'espère avoir ma famille et mes amis chers autour de moi. J'espère faire travailler tous les gens qui m'ont lancé, qui m'ont aidé. Aujourd'hui, j'essaie d'en lancer un maximum de mes amis qui ont cru en moi, qui croyaient plus en moi il y a 15 ans, il y a 10 ans que moi-même. Aujourd'hui, j'essaie de tous les soutenir, j'essaie d'être derrière eux. Parce que c'est eux qui m'ont porté. Moi, j'y croyais même pas. Ils me disaient, tu verras, un jour tu seras connu. Je disais, mais n'importe quoi. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Et le jour où ça a pété, ils m'ont dit, bah tu vois, on le savait, nous. Ouais, je dis, bon, je te dis, c'est émouvant, quoi. Mais j'espère que je serai entouré de ces gens-là. J'espère que j'aurai une jolie vie, que j'aurai une belle maison, que j'aurai pas perdu trop de plumes. Et voilà, c'est tout. Vieillir, c'est Ouais. quelque chose auquel tu penses? Bah, quand tu es dans l'image, vieillir, c'est quand même quelque chose qui te perturbe. Je suis quand même. J'ai un bon dermato, j'essaye de faire attention. Tu vois, les signes un petit peu de fatigue, les signes. Tu vois, je vois que j'ai pas la même énergie qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. J'essaye de faire un maximum de choses le plus vite possible parce que je sais que dans 10 ans, 15 ans, j'aurai peut-être pas la même énergie. Donc, ouais, je pense que ça me travaille quand même. Je trouve que tu es très conscient de tout, hein. J'essaie de l'être. Je pense qu'il faut avoir une dose d'inconscience pour faire tout ce que j'ai fait. Mais j'essaie d'être conscient quand même de tout, de la chance, que les années passent vite. Moi, c'est passé très vite, là, les dernières années. Ça me rend dingue, hein, ça passe trop vite, ça passe trop vite. J'imagine que tu te dis aussi ça, que tout le monde se le dit. Ça passe vite, et puis la planète, et puis qu'est-ce qu'on va devenir, et puis il y a beaucoup de choses que tu te poses. Tu parlais de l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, tu as plusieurs salons aujourd'hui. Tu as toujours Alors là, j'ai un salon, un gros salon que j'ai Ouais. depuis 2 ans. J'ai déménagé, j'avais 2 salons, j'ai déménagé. Là, je viens d'ouvrir un bar et j'ai une boutique de déco que je transforme en agence de relooking. Parce que la déco, ça marchait pas bien. Il a fallu que je me retourne. Et tu vois, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est que parfois, j'ai fait certaines erreurs parce qu'en fait, je pensais que ça allait aller. J'ai eu l'ego de penser que mon nom suffirait à faire venir les gens dans une rue secondaire de Paris. Bon, ben non. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça. On teste des choses et à chaque fois, ça marche pas. Moi, les gens, ils s'en foutent de ce que je fais. Ils veulent que je fasse des coiffures, ils veulent que je fasse de la beauté, que j'arrange les gens, machin. Mais bon, savoir que je suis passionné de déco, de machin, de ci, de là.
Mon bar, ça va, parce que les gens, ils veulent toujours se bourrer la gueule. Et quand tu es là, quand en plus j'incarne, j'y suis tous les soirs, machin et tout, bon, bah là, ils sont super contents. Mais ça aussi, c'est une autre vie. Je te jure, je suis crevé. Je me suis pris 10 ans dans la tête. On a ouvert il y a 1 mois et demi. Il faut y aller le soir. La journée, tu es au salon. Ensuite, il faut finir l'agence de relooking. Il faut faire la communication, l'influence. Il faut faire tes rendez-vous, plusieurs rendez-vous, parce que tu essayes aussi de préparer un nouveau programme, de préparer autre chose. Enfin, c'est compliqué. Hein. Face à l'échec, Ouais. lorsque tu te retrouves, Il n'y a pas d'échec. tu dis, alors c'est ça qui est intéressant, parce que tu parlais de l'entrepreneuriat et tu Ouais. évoquais le fait que parfois on se retrouve face à des murs où tu dis, j'ai fait des conneries, Oui. il y a des choses que je n'aurais pas dû faire. Oui. Sur l'instant, en tout cas avec le recul aujourd'hui, on peut le prendre avec le sourire et se dire, c'était formateur et ça m'a permis de grandir ensuite. En revanche, quand tu es face à cette difficulté, à l'instant présent, comment tu gères ça? Alors, j'ai de la chance, je suis très très bien entouré. J'ai un staff de ouf. J'ai des gens qui croient vraiment en moi et qui me disent ok, il y a eu ça, on est dans la merde, on n'est pas passé loin, mais on va trouver une solution. Donc, déjà, quand tu as des gens qui croient en toi et qui sont derrière toi, moi j'ai plus de 15 personnes vraiment derrière moi, je ne peux pas lâcher. En décembre, je me souviens, je me suis retrouvé, donc c'était décembre l'année dernière. Oui, c'était décembre. Je me suis retrouvé vraiment, c'était la merde. Genre, j'étais fiancé, je me suis séparé. En même temps, ma boîte elle était en train de couler. Je ne comprenais pas, il y avait une très mauvaise gestion. Je ne comprenais pas où allait l'argent. C'était la loose. On était en baisse de chiffre d'affaires, de productivité. Tout allait mal. Et le restaurant coulait, la boutique de déco coulait. Bref, tout était gelé. Je rentre et je me rappelle que j'ai rencontré des amis à Bangkok par hasard dans une ruelle. Et ils me disent, bon, écoute, là, il faut que tu agisses. Non, non, non. Et je me suis dit pendant 1 heure, mais putain, au pire, je vends tout et je refais ma vie, je prends mon sac à dos, j'ai mes ciseaux, je suis déjà connu. Je m'en fous d'où je vais, je continue, j'avais toujours rêvé de voyager. Et en fait, je me suis rappelé, je me suis dit, mais t'as quand même 15 personnes qui sont derrière toi, que tu adores, dont tu es fier, que tu as formé, qui t'ont aidé, qui t'ont. Et je me suis dit, non, tu peux pas tout laisser parce que ça serait lâche de faire ça. Et en plus, tu as fait des sacrifices pour avoir cette société, pour construire tout ça. Et donc, je me suis accroché et j'ai jamais été autant à ma place qu'à ce moment-là parce que c'était la merde. Moi, je me payais plus. Enfin, c'était vraiment la loose. J'avais dit que j'arrêtais Incroyable Transformation, donc on ne re-signait pas. Donc les revenus qui tombent comme ça, la télé, tout ci, tout ça, bon, ben ça venait plus. Donc là, il faut te démerder. Tu comprends que ta société n'est pas rentable, mais tu n'as plus de contrat télé. Donc, il faut te démerder coûte que coûte. Mais en fait, je savais que j'avais fait certaines erreurs, je savais que j'étais à ma place, je savais qu'il fallait se battre. Et en fait, je me suis dit, tu as eu 10 ans d'ascension, tu as eu 10 ans où tu as bien vécu, où ça a vraiment été la folie. Bon, ben aujourd'hui, il est venu le temps de te retrousser les manches. Bon, effectivement, ça tombe à un moment où il y a une crise, donc c'est encore plus difficile à gérer. Mais je me dis, je me bats, je vais jusqu'au bout. Et si vraiment à un moment, bah, c'est vraiment caca, bah, je serai dans le caca, puis on prendra une décision, on prendra des décisions, puis voilà. Mais je ne me suis jamais dit c'est de l'échec. J'ai fait quelque chose, j'ai créé des emplois, j'ai laissé une trace, je suis connu comme, enfin, il y a des gens qui pensent que je suis le meilleur coiffeur de France. Enfin, j'ai quand même fait tout ça, je suis parti de rien. Je coiffais en boîte, j'avais un job à l'hôpital américain, j'allais accompagner des gens en fin de vie. Je travaillais en même temps dans un salon où on m'exploitait. Je faisais tout en même temps hein, pour essayer d'avoir des copinettes, machin, par-ci par-là. Mais donc j'ai fait ça, j'en suis arrivé là. Bon, ben si ça s'arrête demain, je prends mon sac à dos, je vais en Asie, enfin, je sais pas, Donc, le fait d'être bien entouré. Franchement, si vous n'êtes pas C'est bien la entouré, priorité. moi j'ai eu des gens qui m'ont préparé il y a 10 ans qui m'ont dit tu seras connu, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Des gens qui m'ont préparé, même quand je faisais une connerie, que je communiquais mal, ils me disaient efface ça, un jour tu seras connu. Si un jour ça arrive, tu ne peux pas te permettre une erreur pareille. Donc ils m'ont tellement forcé, ils m'ont tellement éduqué qu'au moment où ça a pété, j'étais préparé, je savais qu'il fallait que je fasse comme ci, que je me tienne comme ça, que je parle comme ça. Donc, mais ça, c'est mes amis. Hein. Mes amis, ils croyaient en moi. Ils disaient, mais t'avais un truc. Ils disaient, on te voyait. Et même là, j'ai revu des amis du collège. Elles m'ont dit, nous, on le savait. C'est extraordinaire. Donc, l'entourage, la deuxième règle, ce serait laquelle pour toi? Quand on parle de réussite, en tout cas Il faut se donner un objectif. Moi, je sais que tous les ans, on fait un truc d'objectif. Quel est ton objectif cette année? Cette année, moi, cette année, l'année dernière, c'était de me rapprocher de ma famille. Parce que, vu que je travaillais beaucoup, que je tournais tout le temps et tout ça, bah, à un moment, j'ai dit oui, mais non. J'ai dit ça, c'est pas normal, c'est pas une vie normale. Et c'est aussi savoir se dire, il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui dépriment, qui sont pas bien parce qu'ils me disent, mais voilà, je culpabilise quand j'ai la flemme, je culpabilise. Il faut savoir assumer que parfois on est fatigué, qu'on peut rester 3 jours à la maison, qu'il faut ralentir.
En fait, moi, j'étais rentré dans un truc où je ralentissais jamais, je dormais presque pas. Le week-end, c'était mes amis. La semaine, je tournais, nanana, 4 à 5 jours par semaine. Ensuite, j'étais au salon. Ensuite, il fallait aller en soirée parce il fallait faire les lancements, les machins, les vernissages, les trucs. Ça s'arrête jamais. Moi, je suis hyper actif. Mais pour le commun des mortels, c'est impossible. Et en fait, ça, c'est la vie parisienne, c'est la vie. Il y a plein de choses comme ça. Je pense qu'il faut savoir se donner cet objectif. Moi, je sais que j'avais un objectif, c'est je veux partir en vacances avec mes neveux, je veux m'occuper avec ma sœur, je veux faire des choses comme ça. Là, je me suis occupé. Enfin, j'ai des amis qui ont besoin de moi. J'ai ma famille, j'ai ma maman. Ça va pas toujours très bien. Bah, il faut aujourd'hui, même si c'est difficile pour moi, parfois, je préfère privilégier ma famille, quoi. Il y a un troisième élément, un La famille, les un amis. troisième point qui est Et important. il faut arrêter, enfin, je dirais qu'il faut arrêter de se dire oui, on est en échec, ou on est ci, ou on est là. Non, il n'y a pas d'échec. La vie, elle vous amène des épreuves. Bon, mais parfois on les surmonte, parfois il faut plus de temps. Je dirais qu'il faut pas. Je trouve qu'aujourd'hui, on se compare beaucoup parce qu'on va regarder sur les réseaux sociaux, il y a des gens très bien gaulés, qui sont très beaux, qui sont très riches, qui ont une vie complètement fantastique, machin. Moi, je peux vous dire, ça fait 20 ans que je coiffe. Ouais, ça fait 20 ans. J'ai coiffé des gens ultra célèbres, richissimes. J'en ai fréquenté beaucoup. Je peux vous dire une chose, il n'y a pas quelqu'un qui est plus heureux que... La seule chose, votre bonheur, vous le créez vous. Faut arrêter de croire que ça dépend d'une personne, que ça dépend de l'argent, que ça dépend de la célébrité, que ça dépend... Aujourd'hui, votre bonheur, vous le construisez. Le bonheur, il ne dépend pas d'autre chose. C'est vous. Si vous avez décidé d'être heureux, vous construisez votre truc. Moi, je suis heureux le matin quand je mange un truc super. Bon, ce matin, à 11 heures, je me rappelle que j'avais eu envie d'une pizza. J'ai voulu faire une pizza. J'avais envie d'une pizza à 11 heures. Je me suis dit, bah, il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais attends, dès le matin. Mais je m'en fous. Si demain je passe sous un bus, j'aurais mangé ma pizza. En fait, moi, je pars du principe, si ton temps est compté, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Moi, j'essaie de faire le maximum pour bien me comporter avec les gens, pour pas les écraser, pour pas les rendre mal à l'aise ou machin. Et après, j'essaie de me faire plaisir un peu et de rester en bonne santé et de faire un peu de sport parce que quand même, bon, il faut en faire un peu. Mais j'essaie de faire tout ça sans faire chier le monde et machin. J'essaie de pas me comparer. J'essaie de me battre pour ce que je veux, pour faire ce que j'aime, mais il faut pas faire ça. C'est pas bien. Qui t'a inculqué cette philosophie de vie? Bon, alors déjà, mes grands-parents, alors mes grands-parents, moi, ils m'ont inculqué le fait d'être très exigeant et de toujours faire attention à ce qu'on dégage comme image, comme discours, même dans l'apparence. Ils me disaient, pauvre ou riche, tu repasses ta chemise, tu la mets dans ton pantalon, tu essayes d'assortir tes couleurs et souviens-toi que la première impression, c'est toujours la bonne. Et ça, c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que vu que j'étais tout le temps impeccable, machin, que tu es tout le temps gentil, poli, bon, ça fonctionne. Et quand tu sais bien t'exprimer, les gens, quand même, ils te prennent un peu moins pour un con. Et en plus, bah, c'est quand même agréable. Moi, quand quelqu'un ne sait pas s'exprimer ou ne sait pas écrire, ça m'agace. Mais et je trouve que c'est un bagage qui est important dans la vie. Que tu sois coiffeur ou que tu sois ci ou que tu sois là, c'est important. Après, ils m'ont inculqué, oui, beaucoup de choses. Bah, qu'il fallait pas écraser les gens, qu'il fallait pas être trop aveuglé par l'ambition, par tout ci, tout ça. Ça, c'est vrai qu'ils me disaient ça. Et puis après, ouais, mes parents, puis après, c'est mes amis, hein. J'ai eu beaucoup d'amis vachement sympas qui disaient, ou des gens qui ont fait de grandes choses dans leur vie, qui me disaient, mais tu sais, il faut pas se comparer, il faut être dans le bonheur, il faut être dans l'amour. J'ai rencontré des gens, j'ai la chance d'être très bien entouré, d'avoir des amis qui m'ont dit, on s'en fout, on s'en fout de ce que tu es, ce que tu seras, machin. C'est beau de faire des choses grandioses, mais on s'en fout. Genre, le plus important, c'est ce que tu vas donner, c'est ce que tu vas. Et même à la télé, je me rappelle, j'étais entouré de producteurs qui. Enfin, la télé, c'est un milieu qui est très particulier, hein. C'est de l'argent, c'est machin, il y a beaucoup de choses en jeu. Je me disais, quand j'allais voir les gens, je me disais, l'important, c'est le moment que je vais leur faire passer, parce que c'était des gens qui avaient fait que des mauvais choix, qui souvent avaient des gros problèmes dans leur vie, des grosses problématiques, qui avaient perdu un proche, qui avaient perdu un enfant. Mais moi, je me disais, qu'est-ce que je vais faire pour leur faire passer une bonne journée? Je me foutais de perdre du temps. Je me foutais qu'on m'engueule, qu'on me disait là c'est bon, ça, on doit arrêter le rush à 15 heures, nanana. Moi, s'il y avait quelque chose à en tirer, je le faisais. Des fois, j'ai eu me détester, hein. Mais des fois, on me déteste. Après, on me disait oui, tu es trop exigeant. Parce que je disais oui, mais moi, je veux que ça soit. Là, il faut faire le maximum, là, il faut faire ça pour elle. Et des fois, j'étais peut-être que je paraissais diva, mais je disais, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on pense de moi. C'est que moi, ce que j'aurais fait, le maximum, j'aurais fait de mon mieux. Et on m'a toujours dit, fais de ton mieux. Et dans tout.
Donc même quand je suis en conflit, s'il y a un truc et tout, faut faire de son mieux. Et si tu fais ça, tu te reproches jamais rien. Tu te reproches jamais rien. Quand tu fais un truc mal, moi je sais que quand je fais un truc mal, ou quand je parle mal à quelqu'un, quand je fais une erreur, le lendemain, il m'arrive un truc à la hauteur de ce que j'ai fait. Je te jure, ça m'arrive systématiquement. Genre, si j'ai mal parlé à quelqu'un, que j'ai jugé quelqu'un, que j'ai fait... le lendemain, tu es sûr qu'il m'arrive un retour de comme un boomerang, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Ça m'arrive, mais à la hauteur du truc, hein. Genre une connerie, un truc. Genre, même si je sais pas, je vais piquer un truc à une copine, ou un livre, ou machin, ça m'intéresse, je lui dis pas. Le lendemain, on me pique un truc, ou je sais pas, je vais perdre un truc. Mais c'est. C'est-à-dire qu'il y a un effet papillon sur ce que Moi, tu peux ressentir, dire ou faire. maintenant, j'ai ma conscience qui me dit, bon ben non, 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 fais de ton mieux, fais ci, fais ça. Même, tu vois, je me suis engueulé avec une copine là hier soir, je lui ai reproché de me prévenir en retard parce qu'on devait se voir, et je lui ai dit, putain, mais me préviens pas au dernier moment, j'ai des trucs plein pot et tout. Et après, je m'en suis voulu, je lui ai dit, mais excuse-moi, je suis désolé, en fait, je dis parce que tu me manques, et je suis désolé, je devrais pas te parler sur ce ton, je devrais pas te prendre de haut. En fait, tu m'as prévenu, tu as voulu le faire et t'es comme ça et je devrais l'accepter. Je devrais l'accepter dans toutes ces... Mais j'ai mal agi. Donc je me suis excusé. Bon, je me suis excusé 2 fois. C'est bon. une belle philosophie en tout cas. Hein. Bah, Moi, je trouve que ça doit être facile de travailler avec Nicolas Worldhoff, non? Bah attends, mais tu vois par Ton exemple... collaborateur qui lève les yeux au ciel quand même, hein, qui se dit quand même. Qui, mon assistant? Ah bah oui, c'est pas... Non mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile pour lui, c'est pas toujours facile. Mais il y a un truc que je te disais, attends, parce que ça m'amenait un truc. Là, je m'étais excusé, machin. Mais des fois, ça me fout la merde. Parce que moi, vu que je vis dans un monde de bisounours, que je pense que, moi, après le Covid, j'ai cru que tout le monde allait se tenir la main et aller chanter We Are the World. Hein, tu vois, j'étais comme ça. Je me disais, tout le monde, tes fournisseurs, tous les gens, ils vont faire attention. Les bailleurs, les trucs, les gens, les commerciaux, tout le monde allait se soutenir. Et bien là, on s'est aperçu d'un truc là, la semaine dernière, qu'on se faisait arnaquer par plein de fournisseurs, par plein de gens. Parce qu'en fait, eux, ils en avaient profité pour faire des trucs dans mon dos. J'étais un gros compte. Donc, ils avaient doublé les factures, fait ci, fait ça. Et en fait, je me suis aperçu qu'on m'arnaquait. Et je me suis dit, mais en fait, je suis le seul à vivre. Quel rapport tu as à l'argent? Alors, par rapport à l'argent, moi, je le redistribue beaucoup. C'est-à-dire que je le réinvestis. Toi, j'ai plus de fortune, j'ai plus rien. Là, par exemple, j'ai pas d'argent sur mon compte, je me paye pas forcément beaucoup. J'ai vendu, enfin ce que j'avais un appartement, je l'ai vendu, un premier appartement, je l'ai vendu parce qu'il fallait investir, réinvestir, machin. Et l'argent, pour moi, ça va, ça vient, c'est une donnée. En revanche, il faut en avoir assez pour vivre. Et en revanche, si tu sais ce que tu coûtes, par exemple, je sais que des fois, je négociais mes contrats dans les médias, à la télé, machin. Je savais très bien que si on me proposait un prix, je valais au moins le triple et donc je demandais le double. Parce que je vendais mon image 15 ans. Donc j'étais pas un gros débilos, je suis quand même asiatique, j'ai conscience quand même de l'argent. Donc je savais ce que je valais et je savais que je tenais un programme en main. Donc il fallait quand même, vu ce qu'on me demandait de faire, j'avais une valeur. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment... Moi, l'argent, je l'ai utilisé pour réaliser des rêves, je l'ai utilisé pour aider des amis, je l'ai utilisé pour tout ça, pour emmener ma mère en vacances, pour... Aujourd'hui, j'ai flambé, mais après, je suis ravi. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Je trouve pas qu'il faut le garder dans un coffre et tout. Comme je te dis, si le temps est compté et que je passe sous un bus demain, moi, demain, j'ai laissé ce que je pouvais laisser. J'ai laissé une trace. J'espère que j'ai laissé de bonnes valeurs aux gens qui me fréquentent. Et au moins, l'argent, j'espère qu'il y aura un peu d'argent pour me payer un joli cercueil et une belle fête. Mais voilà, quoi. Non, la question... Là, tu vois, c'est mon équipe. Ça, c'est tout, voilà. Ce sont ces gens-là qui t'entourent et qui t'aident et qui te... Bah ouais, c'est un peu mon équipe. C'est mes coiffeurs. Ouais, c'est des gens qui m'ont aidé à lancer plein de choses. Mes meilleurs amis. Ouais, il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce qui reste du petit Nicolas qui voulait faire des études d'avocat? Je me dis parfois qu'un jour j'en ferai quand même pour voir. Des études? Ouais, que je reprendrai pour juste essayer, pour juste savoir, pour apprendre, j'aimerais bien maintenant. Dans quel domaine? Faire du droit. Oui, tu veux vraiment avocat? Je croyais que tu voulais reprendre des études en règle générale. Non, peut-être pas le devenir, mais genre, je sais pas, ça m'intéresse. Et puis, moi, je suis toujours fasciné, même quand je suis dans des cabinets d'avocats, même quand je vois mon avocate et tout ça, ça me... Mais je sais pas, je sais pas où je... Mais je pense que j'aimerais bien, j'aime bien m'instruire, hein, de toute façon. Donc ça passe par quoi aujourd'hui, l'instruction chez Nicolas Worldhoff? C'est quoi? Je lis plein de tu lis beaucoup, tu as
Bah maintenant, c'est génial parce qu'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, j'ai du mal à me concentrer. Donc, au bout d'un moment, quand je lis, je suis obligé de m'arrêter. Je regarde beaucoup de documentaires, mais Hmm. surtout, là, il y a les podcasts. Tu écoutes des podcasts sur tout, tu vois. Donc, ça, c'est génial parce que tu fais ton truc, tu fais ton repassage, tu as les sites. Tout à l'heure, j'étais en train de laver mes vêtements à la main, là, et j'écoutais en même temps le T'as pas de podcast. machine, Et il y a t'as une pas de cassette. machine à laver? Hein? Tu n'as pas de machine à Si, laver? mais Ah si, t'as des vêtements ce qui ne week-end, peuvent j'ai pas. Ah ramené oui, mon équipe en team building. On a été dans un endroit où on ah s'est oui, cassé les sandalettes dans une espèce ah oui, d'endroit plein de boue, machin. d'accord. Et j'avais mis un pantalon blanc. Donc, bref, je fais ma lessive à la main pour le mettre à la machine après. Oui. Et toi, t'es revenu tout à l'heure. Et lui, il m'a dit, mais t'écoutes encore ça? Parce j'écoutais le truc d'une entrepreneuse et qui parlait de quoi? Elle parlait de la détermination, comparer la détermination à l'acharnement, ou je sais plus, un truc comme ça. Bon, bref. Hmm. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Et donc, j'étais là en train de frotter mon truc. Et lui, il m'a demandé, oui, bah, pourquoi tu écoutes encore ça? Je dis, bah, ça m'intéresse. Mais oui, j'essaye de partout de m'instruire, de lire des trucs. Ma soeur, elle me laisse toujours des notes, des trucs. Donc, Est-ce que tu as tu fais partie de ces gens qui ont des petits rituels, des mantras? On parle souvent du miracle morning, tu sais, ceux qui prennent des habitudes du matin et qui essaient de justement de mettre en place des choses comme ça qui se répètent régulièrement et on dit que c'est la répétition qui permet ensuite d'accomplir. alors, il y a des gens qui me demandent toujours et tout ça. Et moi, je dis toujours, déjà, sois inspiré par tout ce que tu vois quand tu ouvres les yeux. Donc déjà, moi, je sais que tout ce que je vois autour, j'ai besoin que ce soit esthétique. C'est-à-dire que chez moi, c'est esthétique. Mon salon de coiffure, il ressemble pas à un salon de coiffure. Je voulais un truc qui ressemble à une maison. Mes boutiques, elles ressemblent vraiment comme à la maison. Mon bar aussi. Je veux vraiment des endroits. Dès que j'ouvre les yeux, il faut que je sois inspiré. Ma grand-mère me disait toujours, si tout est beau, tu vas avoir une pensée, tu vas toujours avoir des pensées inspirées, tu vas penser qu'à ça et tu vas prendre des décisions extraordinaires. Et elle disait, il faut que tout soit tout le temps beau. Elle dit, même si tu n'as pas d'argent, tu mets un drap blanc pour faire un rideau, tu mets une chaise, tu mets un drap blanc sur ton lit, machin. Faut qu'il y ait une vision de quelque chose de beau, machin. Et elle disait toujours que tout soit esthétique. Et c'est vrai que je fais grave attention à ça. Ensuite, elle disait, voilà, il faut faire attention à comment tu t'habilles, que tu prépares tout, que tu repasses, machin. Je sais que par exemple, mon assistant, qui ne repassait jamais ses vêtements, je te le répète toujours, c'est vrai, je lui dis, repasse, c'est important, machin. Et c'est vrai qu'il a appris, enfin, il apprend quand même à tout ça. Et toujours faire de son mieux, moi je dirais, il faut toujours faire le maximum pour tout. Pour tout. Quand tu cuisines, quand tu fais un truc, quand tu fais un truc pour quelqu'un. Et quand tu commences à le faire, ça devient une habitude. Après, ça devient un art de vivre. Après, tu fais toujours tout très bien. Et je trouve que c'est bien de faire ça. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont besoin de prendre un café avant de pouvoir commencer à Non, communiquer? non, non, non. Moi, je bois un grand verre d'eau. Je bois un grand verre d'eau et puis je commence. Tu sais qu'il y a ceux qui, voilà, qui bougonnent un peu le matin et tant qu'ils n'ont pas pris leur café, ils sont là, la tête dans les épaules pour ne pas dire Non, autre non. chose. Moi, je bougonne pas. J'ai quelques jours parfois où je suis pas bien et je préfère être pas là. Je ne peux pas faire subir ça. Je vais m'isoler, je vais dire je veux personne, je veux voir personne. Ça arrive de temps en temps que je sois un peu effaré, un peu fatigué, un peu agacé de tout ce qui arrive ou accuser le coup un peu, mais je préfère ne voir personne. Bah, hier, on est venu me chercher, c'était vraiment un jour un peu sans, où j'avais besoin d'être au calme, et quand on est venu me chercher, j'étais là, oh putain, c'est pas vrai, à ma porte, et j'ai dit non, 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 j'ai dit s'il vous plaît, aujourd'hui, je veux vraiment pas. Je suis resté, ça arrive une fois Hmm. tous les 36 du mois, mais c'est vrai que non, je préfère pas qu'on me voit comme ça. Est-ce que le silence t'effraie? De moins en moins, je dirais. De moins en moins. Avant, j'avais besoin de tout combler tout le temps, tout le temps. Et puis après, en télé, on m'a appris qu'il fallait pas se chevaucher et que les silences permettaient parfois un montage ou un truc. Donc maintenant, j'ai plus peur des silences. Mais non, en fait, je me suis aperçu que ça faisait du bien, le silence. Est-ce que tu fais partie, tu sais que sur cette chaîne, on parle de bien-être, de développement personnel, de spiritualité, de Oui. santé. Quelle est de ces quatre thématiques celle qui te parle le plus? J'ai le développement personnel. Je pense que je suis une des preuves vivantes Que c'est possible. que c'est possible de développement personnel. J'étais un enfant qui n'était pas forcément le plus populaire, le plus expansif, machin. J'étais timide. Je savais pas de ce que je voulais faire de ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé là parce que on m'a refusé un peu les choses. Et donc, je peux dire aujourd'hui vraiment, ma plus grande fierté, je pense que c'est ça. C'est d'avoir eu un non et d'avoir dit attendez voir. Et d'être rentré par la fenêtre quand je ne pouvais pas rentrer par la porte, de m'être battu. Et je pense qu'en fait, les gens,
il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible. Moi, j'ai même des amis qui sont partis à l'étranger avec leur chômage et tout ça pour aller faire des tartines à New York ou je sais pas, ou cueillir des fraises en Australie ou machin, parce qu'ils me disaient, mais tu comprends pas, en France, on peut rien faire. J'ai dit, ah non, me dites pas ça. Effectivement, en France, il y a plein de choses qui sont compliquées. J'ai dit, mais ne quittez pas votre pays, votre patrie, le pays qui vous a tout donné, pour aller faire moins alors qu'on vous a payé une école de commerce ou que vos parents ils se sont saignés pour vous payer des études pour aller faire un truc. Oui, ok, vous avez envie d'aller vous amuser, mais au final, on peut faire des choses. Il suffit de pousser la porte d'une banque. Moi, je me suis battu. Au début, j'avais rien. Je me suis battu, j'ai menti à des banquiers, j'ai fait le con, j'ai fait un peu le marchand de tapis. J'ai même parfois fait des choses pas très cool pour obtenir des crédits, mais en fait, il suffisait de convaincre. Et il suffisait de croire en son rêve. Et je peux vous dire que oui, effectivement, je suis une preuve de développement personnel, ça c'est sûr. Spiritualité? Spiritualité, je dirais, moi, je sais que je suis croyant, je prie, machin, je prie dans mon coin. J'aime pas le. Je pense que j'ai été élevé un peu par une famille musulmane et un peu par ma famille qui était chrétienne, parce que j'ai été placé quand mes parents ont divorcé. Et je sais que j'ai pris le meilleur des deux. J'avais une famille musulmane qui me disait, Dieu est partout, tu peux prier là où tu veux. L'essentiel, c'est de prier et lui dire merci. Et ça m'a appris à dire merci. Alors que ma famille chrétienne me disait, tu dois prier à l'église face au prêtre et nanana. Et en plus, tu dois demander que tout se passe bien, nanani, nanana. Donc la prière pour les chrétiens, c'était la demande. Ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas qu'on demande tout le temps et qu'on ne dise pas merci. Et donc, quand j'ai connu la famille musulmane qui me disait ça, j'étais, oh là là, mais c'est génial, je peux rassembler les deux. Et après, quand j'ai ma mère qui m'a dit, mais quand t'es homo, tu vas aller en enfer, je disais, bah non, Dieu, il aime tout le monde. Et il est partout, et nanana. Et quand elle me disait, va à la messe, je disais, non, Dieu, il est partout, donc il m'entendra. Et je pense que du coup, j'ai fait un mix des deux et machin. Du coup, j'y crois, hein, j'y crois quand même, je prie. Je prie beaucoup parce que quand même, il y a des choses qui me perturbent, mais je dirais, ouais, moi, j'ai pris un peu de toutes les religions. Est-ce que tu demandes? Non, il faut vraiment que je sois au dos au mur et que je dise, j'essaye de pas demander, je dis merci 100 fois et après je dis mais si vous pouviez juste me donner un coup de pouce ou un signe, parce que parfois je me le demande, mais c'est bizarre hein, parce qu'à chaque fois que je me suis retrouvé au dos au mur et que j'ai supplié vraiment à un moment, il arrive un truc, c'est bizarre, hein. Mais je pense que je suis très bien protégé, je pense que j'ai mes grands-parents avec moi, je pense qu'ils sont près de moi, donc Tu j'ai crois pas en tout ça? ouais, j'ai pas peur. Bah, là, il y a pas longtemps, j'ai eu un plateau. Il y avait une médium et elle m'a dit vous, vous avez de la chance, vous avez tout. Et je lui ai dit bah attendez, n'importe quoi, machin. Elle dit si, si, regardez ce que vous avez fait. Et elle disait vous avez votre grand-père là, votre grand-mère là. Et, enfin, elle a cité des gens qui étaient morts, qui étaient vraiment autour de moi. Rien que d'en parler, ça me. Et en gros, elle était. Je le sentais. Enfin, en fait, j'ai toujours senti que j'étais pas seul, quoi. Mais donc, ouais, ils ont toujours été là, ils ont toujours été. Et c'est eux qui m'ont donné mes valeurs, c'est eux à qui je pense tout le temps. Dès que je fais un truc, là, tu vois, j'ai signé aux grosses têtes, mais je l'ai fait pour mon grand-père. Parce qu'avec mon grand-père, on regardait les grosses têtes, on écoutait les grosses têtes, on regardait Ruquier. J'ai monté tout un plan machiavélique pour rencontrer Ruquier. Au théâtre, j'ai été voir une pièce, il était dans le truc. Ensuite, j'ai réussi à me le faire présenter. Ensuite, j'ai dit, s'il te plaît, j'ai envie d'aller aux grosses têtes, machin. J'ai insisté. Ensuite, il m'a dit, bah là, il m'a dit, bon, bah ok, pourquoi pas, nanana. Et j'ai réussi à y aller. J'ai signé, j'ai été embauché il y a combien? Je sais plus. 2 semaines. Et en fait, ça, c'était le rêve de mon grand-père. Pourquoi j'ai signé chez M6? Parce que je savais que mes grands-parents, ils avaient la 6. À la base, on me proposait Netflix. Je savais que Netflix, ça aurait été tout aussi bien, voire mieux. Mais j'ai fait ça pour que mes grands-parents me voient depuis leur maison de retraite. J'ai toujours fait les choix pour que ma famille, elle puisse comprendre qu'en fait, j'étais pas un pignouf, quoi. On a le sentiment, en t'écoutant, c'est absolument passionnant parce qu'on voit effectivement, non, non, mais on voit la maturité que tu as et la Oh, je suis pas mature, hein. sérénité aussi que tu peux avoir aussi quelque part. Même si on sent que effectivement tu as tes épreuves, hein, que la vie ne t'a pas épargné non plus, mais on sent aussi que tu as ce recul sur les choses et quand il y a des difficultés, bah, au lieu de les prendre en frontal, tu arrives à les détourner, à trouver des subterfuges qui te permettent de sortir Ben, des quand tu es sentiers entrepreneur, de difficiles. toute façon, tu dois te dire, prends le temps. Moi, je sais que j'étais en action-réaction tout le temps au début et je faisais que des conneries. Aujourd'hui, quand il arrive un problème le vendredi,
je peux te dire que j'attends le lundi ou le mardi pour le régler. Parce que quand il t'arrive le truc le vendredi, si tu le règles le vendredi, de toute façon, il n'y a plus personne qui bosse le vendredi. Ils sont tous en train de partir en Normandie. Ils en ont rien à foutre de ta life. Donc au final, ça sert à rien. Ou tu vas faire n'importe quoi dans la hâte. Alors que si le lundi, ça s'est peut-être réglé, tu as vu tes amis, tu as vu ta famille, tu t'es calmé. Le lundi, le truc, il s'est solutionné ou alors le problème est de modifier. Donc du coup, il vaut mieux faire ça. Donc tu apprends à être serein, tu apprends à être plus... Je sais pas, tu apprends à te calmer. Et puis de toute façon, ça sert à quoi de s'exciter? Ça te fait perdre un jour. Un jour malheureux, c'est un jour en moins. Et si tu reviens à ce que je t'ai dit au début, que ton temps est compté, si tu commences à te perdre des jours parce que tu te stresses, tu vas perdre beaucoup de temps de ta vie. Hein. Donc après j'ai lu des trucs, c'est aussi parce que j'ai lu, j'ai rencontré des gens. Quand quand j'accompagnais des gens en fin de vie à l'hôpital américain, j'ai aussi appris qu'en fait, j'ai aussi compris des choses. J'ai aussi compris qu'en fait, quand il ne te reste pas grand-chose, quand on va tous mourir un peu comme des cons, que quand il te reste quelques jours, en fait, tu as une extrême sensibilité, une extrême, comme on dit, tu es hyper lucide, quoi. Donc j'ai aussi compris des choses quand je voyais les familles, j'ai compris des choses cette année, j'ai compris des choses quand j'ai rencontré des gens sur Incroyable Transformation qui avaient tout perdu. Je me dis mais attends, et moi je me plains. Je me dis mais j'ai tout. Je gagne plus d'argent que 80% des gens. Bon, 80% c'est peut-être beaucoup, mais je gagne beaucoup d'argent. J'ai à peine 36 ans, 35 ans. J'ai déjà créé des entreprises, des machins. J'ai une belle maison. Enfin, qu'est-ce que je ne vais pas me plaindre. Donc aujourd'hui, même si demain ça s'arrête, je dis toujours à mes employés, si demain ça s'arrête, regardez ce qu'on a fait. On s'en fout. On continuera. Moi, quand je vois des bâtons, j'essaie de construire une cabane. Je ne les regarde pas en me disant c'est des bâtons. J'essaie de faire quelque chose avec. Il y a juste une différence, c'est qu'il y a des gens, ils sont là, ils macèrent dans leur truc, et ils sont là, oui, mais si, mais ça. Bah non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas se poser de questions. La terre, elle brûle, on n'a plus le temps. Hein. Il faut partir de ce principe-là. La terre, elle brûle, on n'a pas le temps. Si la terre, elle brûle, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux changer le monde? Tu veux être gentil avec les gens ou tu veux être un con? Et t'arrêter là et être là à faire ton boudin. Moi, je ne veux pas faire du boudin. Je veux me démerder, je veux bien manger, je veux bien vivre, je veux rigoler, donc je me démerde. Tu disais qu'à l'hôpital américain de Paris, tu accompagnais effectivement des personnes en fin de vie. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être au contact de ces gens? Est-ce que cette échéance, évidemment, qui nous attend tous, comme dirait l'autre, c'était très dur. Comment est-ce que quelle vision tu as sur cette fin de vie? Je me suis aperçu, puisque à l'hôpital américain, ce n'est pas des gens pauvres qui se font soigner là-bas. Donc je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des gens qui mouraient comme n'importe qui dans un lit d'hôpital qui est le même lit d'hôpital que celui que tu peux trouver à Saint-Louis ou à Machin ou à Bidule. Alors qu'ils ont les moyens. Alors qu'ils ont les moyens, que malgré les médecins, les meilleurs médecins, malgré qu'ils aient une meilleure nourriture, une meilleure couverture santé, quand un cancer les touche ou quand n'importe quoi, ou qu'il y a une récidive ou que c'est la loose, ils sont comme toi et moi, ils sont démunis. Et je me suis souvenu d'une chose, c'est qu'en fait, à ce moment-là, un rire est beaucoup plus... Les rires et les pleurs sont beaucoup plus importants, sont beaucoup plus puissants, et que quand vraiment il y a un rire à ce moment-là, il est hyper bon. Il est hyper... Je sais pas. Je me disais que tout était décuplé. Je me disais ça. Et alors, quand on ne te connaît pas, ou quand on connaît au travers des médias, de tout ce que tu as pu faire, on n'imagine pas un Nicolas sans sourire. C'est-à-dire quand tu es en permanence, que ce soit une photo, que ce soit une situation, que tu rentres sur le plateau, dans le studio, machin, tu as le sourire. Ah oui, tout le temps. Parce que c'est important, je trouve que c'est important de sourire. C'est important de sourire, j'arrive pas à faire la gueule de toute façon. Et il y a toujours quelque chose qui m'amuse, il y a toujours quelque chose qui me fait rire. Donc du coup, je suis pas... J'aime sourire. Je trouve qu'il faut sourire à tout le monde, il faut sourire à la vie. Ça ouvre quelque chose. Les gens, ça les désarme quand ils sont un peu en colère. Je trouve que quand on dit tout avec le sourire, il y a un truc, il y a une bienveillance, il y a plein de choses, quoi. Alors tu parlais du rire, tu parlais du sourire. Ça nous amène peut-être au théâtre. Oui. Et le fait d'être sur scène, de faire rire les gens et de partager cet instant de communion avec eux. Le théâtre, c'est arrivé, tu vois, on m'avait dit fais de la télé, puis après tu fais du théâtre. Il y a un metteur en scène qui m'a repéré à la télé. Ils m'ont proposé ça, donc en plus avec des têtes d'affiche quand même énormes. Hein. Il y a quand même Jonathan Serrada, Fabienne Thibault. Il y a Sophie Darel, Jimmy Machu Pacito, Jack Anaclet. C'est Jack Anaclet.
C'est toujours qui était aux d'actualité? grosses têtes, lui. Combien Bah, là, petit c'est peu en négo pour revenir en printemps-été en tournée D'accord. en France. D'accord. On a fait une tournée promotionnelle en Suisse. Et là, c'est en France que ça va arriver. Donc, je suis très content. J'ai rendez-vous ce soir d'ailleurs avec les comédiens. Mais ouais, je suis très fier parce que c'était pas gagné. Moi, je savais pas si j'étais capable. Et au final, bah, je suis capable. Mais c'est ça qui est fou. C'est qu'on se dit, qu'est-ce que tu n'as pas encore tenté? Alors attends, parce que là, quand je suis arrivé sur Parce que scène, là, il y avait la première, je suis arrivé derrière le décor, j'ai cru que j'allais à la potence, hein. Je te jure, je me suis dit, je connais pas bien mon texte, je suis dans la merde, je me suis dit, je vais être ridicule. J'avais parlé au producteur 2 heures avant, j'avais dit, mais comment t'as pu me mettre là-dedans? Je vais ruiner ma réputation. Et quand j'ai poussé la porte du décor et que j'ai vu les gens crier, je me suis dit, ils ont payé 80 balles ou 70 balles la place. C'est mort, je vais les faire rire et tout. Et ça a été une révélation. magnifique. En fait, ça a été une révélation parce que pour moi, je pense que Mais tu sais, un coiffeur, c'est un showman. Regarde, bah déjà, Lucchini, c'était un coiffeur. Mmh. Mais il fait le show parce qu'en fait, t'apprends. C'est un théâtre, un salon de coiffure. T'apprends vraiment à regarder tout ce qui se passe, à faire rire. En même temps, tu bosses, en même temps, tu réfléchis à ta couleur, en même temps, tu. Enfin, c'est tout un truc. Et moi, j'ai observé les gens dans leur névrose pendant 20 ans dans un salon de coiffure. La nymphomane, le mec qui prend sa revanche, le mec qui va à son date, la nana un peu relou qui est axée sur elle. Là, tu observes tous les styles de névrose et tu observes des gens qui se croiseraient jamais nulle part à part au salon. Donc en fait, je me suis inspiré de plein de gens. Moi, toutes mes névroses, tous les trucs que je joue sur scène et tout, c'est des clients, des clientes qui m'ont inspiré. Ma tante, ma grand-mère. Ouais. Enfin, moi, j'ai été élevé par des femmes qui étaient névrosées. Donc je suis hyper dans mes attitudes, dans mes conneries, c'est elles que j'imite ou je vais chercher ça dans tout ça, quoi. Et parce que j'étais vraiment élevé par des connasses, hein, je peux le dire, hein. Moi, c'était vraiment des nanas, tu leur parlais, elles faisaient mais quoi? Tu sais, elles faisaient toujours des attitudes à la con. Et moi, j'étais mort de rire, je les observais, j'étais mort de rire. J'ai- Et je pense qu'à force d'observer les gens, bah, le théâtre, c'est un peu ça, c'est des quiproquos, Mmh. c'est des disputes, Et donc, quand je me suis lancé là-dedans, un jour, c'est Sophie Darel qui m'a dit putain, mais. Sophie Darel a eu un fou rire sur scène. Elle m'a dit j'arrivais pas. Elle me disait tellement un mythomane qu'en fait, t'étais tellement névrosé dans le truc. Quel rôle tu joues là? Je joue le voisin. Donc en gros, Sophie Darel, elle arrive voir sa sœur qui est Fabienne Thibault. Et moi, je joue le voisin gay. Et Fabienne Thibault me demande de jouer son mec, son gigolo, pour que elle se trouve pas complexée face à sa sœur. Mais moi, je suis complètement efféminé, complètement neuneux. Et j'arrive pas à jouer le truc. Mais je le joue quand même. Et donc, ça finit en tripotage, en machin. Mais en gros, je suis quand même face à 2 têtes d'affiche. Et à un moment, Sophie, elle n'arrivait pas à dire sa réplique parce que je la foutais en l'air. J'arrêtais pas, je la regardais, je faisais bah alors, enfin, je faisais des trucs. Et elle était là, putain, arrête, parce que. Alors, est-ce que le texte revient à ce moment-là ou est-ce que... Moi, j'avais le sens, donc si je mettais l'intention, je changeais les mots, mais je. Oui, c'est ça, il peut y avoir un peu Bah, d'improvisation, c'est des choses comme ça. du de boulevard, Tu donc joues, c'est ouais. pas non plus un classique. Alors, je pense que j'aurais joué, comme j'ai joué en Suisse, en France, à Paris. Je pense que je me serais fait saquer par la presse. Je pense après coup. Mais je pense que je vais la retravailler pour la France. Mais Alors, la radio, la télévision, les salons de coiffure, la marque Nicolas Waldhoff, le théâtre, qu'est-ce qui ouais, reste? Qu'est-ce qui j'ai manque? fait de la resto, j'ai fait de La la déco, restauration, j'ai la ouvert un déco. bar. Je pense que Qu'est-ce ce qu'il qui faudrait? reste. Un film sur ta vie? Alors, pas un film sur ma vie, j'aimerais bien faire du cinéma, ça c'est sûr. Je me dis, mais pas forcément des grands rôles ou quoi. Mais je sais pas, je le sens. Je sais que ça arrivera, je le sais. Parce que j'aime jouer, j'aime jouer des situations. Je pense que j'ai fait tellement de choses qu'aujourd'hui, bah, du coup, j'ai énormément d'inspiration. Mais même un petit rôle, des rôles de petits cons, des rôles de. Je sais pas, parce que j'adore jouer le petit con, mais je sais que je sais. La radio, j'ai envie de continuer beaucoup. Là, je fais des masterclass, des séminaires un peu dans toute la France de management, comment on crée une image de marque, comment on fait, bah, parce que les gens veulent quand même savoir comment j'ai fait pour autant me développer ou pour autant faire de choses. Donc je fais des séminaires et ça me plaît beaucoup. J'aimerais bien finir par faire des grandes messes devant, je sais pas moi, 200, 500 personnes, machin, pour que les gens aient plus confiance en eux, pour qu'ils comprennent qu'on peut partir d'un petit garçon qui avait pas du tout confiance en lui et arriver à ça, quoi. Moi, ça c'est. Là, on est au cœur du développement personnel, hein. Ben oui. Mm. Moi, c'est pour ça que je veux vivre maintenant, je veux changer les choses, je veux montrer aux gens qu'on peut partir de rien, qu'on n'a pas besoin d'être
qu'on peut s'assumer sans être une caricature, qu'on peut devenir quelqu'un, qu'on peut entreprendre, qu'on peut parfois ne pas avoir ses parents derrière soi au départ, mais qu'il suffit juste après de convaincre les autres, de bien s'entourer de ses amis, mais de garder de bonnes valeurs. J'espère que j'arriverai à l'inculquer au maximum de gens, quoi. Alors il y a une sensation moi, que j'aimerais que tu arrives à nous décrire, c'est la sensation de, peut-être que ça a été le cas, la présence de ta maman lorsque tu es sur scène au théâtre. Est-ce qu'elle est déjà venue te voir au théâtre? Alors elle était venue parce que j'avais écrit mon one. Est-ce que je peux me moucher? J'ai le nez qui coule. Oui, on va te donner justement, ne bouge pas. On va donner juste derrière toi, il y a des Kleenex évidemment. Bien, comment se prénomme ton Kassem. Kassem, voilà, il va venir, on va le voir dans le champ de la caméra, c'est pas grave, voilà, très bien, on est en direct. On est en direct, hein? Tu sais ça, oui, non mais c'est pas grave, tu peux te moucher. Tu as le droit de te moucher, mais bien sûr, tu as le droit de te moucher, c'est pas un problème. Non, c'est parce que j'ai... Ah, ma maman, oui. Ouais, non, c'était sur la sensation. Est-ce que ta maman... J'essaie de voir dans quelle situation et le regard peut avoir ta maman quand elle te voit sur scène. Alors, ma maman, il y a eu une fois, elle m'a vu, à mes 30 ans, j'ai loué un théâtre, j'ai invité 200 potes et j'ai écrit un one-man show que j'ai répété pendant 3-4 mois et j'ai dit, je veux tester mon humour, je veux savoir si vraiment je suis fait pour ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose. En fait, j'avais tourné une première émission de télé, je voyais bien que les producteurs, ils s'excitaient. Je me disais, putain, peut-être que vraiment je suis drôle, quoi. Et peut-être que je suis drôle. Et j'avais fait ça. Et donc, j'ai mis ma mère, j'ai invité ma mère, elle est au premier rang. Je suis descendu de scène. Non, je l'ai faite monter en racontant mon coming out. Je dis, je vous présente ma mère, je fais monter ma mère sur scène. Et à la fin, quand je suis descendu de scène, j'ai pleuré, j'ai su que c'était le meilleur moment de ma vie. Je t'en parle, j'ai les larmes qui montent parce que c'était vraiment... Il y avait tous mes amis et je savais qu'ils étaient hystériques. Et tu vois, c'est un moment, vraiment, un grand moment de ma vie où je savais que j'étais fait pour la scène, quoi. Et donc, elle est montée. Tu aurais peut-être un Kleenex, là, pour le coup, non? Non, mais au moment où je suis redescendu, c'était beau parce qu'elle était là et puis elle me regardait complètement choquée. Et elle m'a dit, mais je savais pas que tu étais doué. Elle m'a dit, mais tu es fait pour ça. Elle m'a dit, tu es fait pour divertir. Et c'est la seule fois où elle m'a dit que j'étais fait pour ça. Donc, c'était... En fait, elle vivait le rêve en même temps que moi, et donc c'était quand même merveilleux. Et là, elle m'a dit ça, et ma mère est de très mauvaise foi. Et le lendemain, je lui dis, tu te rends compte de ce que tu m'as dit? Elle m'a dit, j'ai jamais dit ça. Va travailler, j'ai jamais dit ça. Donc voilà, c'était merveilleux. Donc ça, c'était un grand moment. Et il y a eu un moment aussi où je l'ai invitée dans mon émission. C'était l'année dernière. Et quand elle m'a vu arriver, elle a vu que les gens s'écartaient, il y avait 70 personnes, machin. Et elle m'a vu sortir de ma loge et tout. Et au moment où je suis arrivé sur le plateau, j'ai pris les mains. Et elle a pleuré parce qu'elle savait que j'étais quelqu'un d'important. Et je pense que elle n'avait pas réalisé. Elle voyait ce qui se passait à la télé, mais elle ne regardait pas vraiment. Elle savait que les tantes lui en parlaient, elle savait que ma famille lui en parlait. Elle voyait que les gens m'arrêtaient dans la rue, mais elle ne réalisait pas tout ça. Elle se disait... Tu sais, ma mère, c'est une petite nana, elle fuit Vietnam, elle n'a pas conscience de tout ça. Quand j'ai commencé à vraiment grossir, elle me disait, mais arrête de faire tout ça, pourquoi tu fais tout ça? C'est bon, j'ai compris que... Je disais, mais non, mais c'est parce qu'on va aider les gens, on va avoir de l'impact. Elle ne comprenait pas. Et quand elle est venue dans l'émission, elle a pleuré, quoi. Elle m'a dit, mais je ne savais pas que c'était tout ça, quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle te le dit, que tu es fait pour ça, mais pour le théâtre, et pas pour le reste. Je pense qu'elle se disait... Elle te l'a pas dit pour le salon de coiffure et tout ça? Oui, le salon, elle était très fière. Elle était très fière parce que, oui, quand j'ai fait mon lancement de mon livre, elle était au milieu, donc elle voyait. Mais elle était... Je pense qu'elle disait, t'es fait pour divertir, t'es fait pour le show. T'es fait pour ça, quoi. C'était pas le théâtre, elle voit pas les choses comme ça. Pour elle, elle voyait que j'étais fait pour ça, mais elle a tellement peur qu'il m'arrive quelque chose. Elle avait peur, tu sais, j'ai été cambriolée, j'ai eu des trucs, enfin, tu vois, quand j'étais vraiment dans l'ascension, il y a eu plein de trucs qui sont arrivés, il y a eu plein de moments où j'ai eu peur, il y a eu plein de moments... Et il y a la presse. Enfin, tu vois, ma mère, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a vu des articles dans la presse, elle a vu des titres, tu sais, c'est les putaclics, c'est les titres accrocheurs. Donc, c'est des titres qui sont pas vraiment glorieux, des fois. Elle a eu peur, tu vois, elle est parano, quoi. Donc, c'est dur pour elle, quoi. C'est pas la même génération. En tout cas, elle est fière.
Mais ça, oui, c'est, ça, je c'est, suis mais sûr qu'elle est évidemment, fière. c'est ça qui est Je suis absolument sûr qu'elle est fière, fantastique. mais c'est quand même, c'est un truc, il faut être préparé quand même. Oui, bien Parce qu'il y a sûr. tes parents, il y a tout ça. Bien sûr. Il y a une phrase, Nicolas, que je pose très très souvent à... Ça va mieux là? C'est bon? Mais oui, c'est bon, c'est C'est bon. bon. Non, mais j'aime pas. Mais là, ça m'a ému parce que j'ai Bah pensé à tous oui, ces moments. C'est. bah oui, c'est Vas-y, normal. continue. Tu vois, Il je y a une souris. phrase que je dis régulièrement, et en tout cas une affirmation que certains, alors pour certains ça les agace, pour d'autres Ah, c'est un oui, pour d'autres c'est mais non, tout ça c'est de la bullshit. C'est cette phrase qui dit quand on veut, on peut. Est-ce que oui. tu penses que quand on veut, on peut? Oui, je pense que quand on veut un peu, je pense que quand on veut, on peut, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est même pas vouloir, c'est quand on veut, on le fait. Quand on veut, on le fait. Il n'y a pas de on peut, il n'y a pas de machin, c'est quand on veut, on fait. Quand on est sûr, on doit faire. On doit jamais s'arrêter, on doit se battre jusqu'au bout. Je veux dire, on est quand même une génération, on a énormément de chance. Tout est viral, on peut très vite se développer, si on peut rencontrer les bonnes personnes, quand on veut, on fait. Il n'y a pas de, il y a pas d'échec, il n'y a pas de machin. Et si on échoue, on recommence. Il y a pas, on a le monde, et en plus, on n'a pas beaucoup de temps, donc faut vraiment y aller. Et il y a des gens, il y a certaines personnes qui, malgré leur volonté, ne peuvent pas parce qu'elles sont peut-être en difficulté, parce qu'elles ont peut-être un handicap, Hmm. et même moi, je vois des trucs. Enfin, des fois, je rencontre des personnes même qui ont des handicaps et qui arrivent quand même à déplacer des montagnes. Donc, je Oui, veux pas on en a croire. reçu ici Je veux pas des croire. gens fantastiques, oui. Voilà, je peux pas croire. Je pense que vraiment, il faut arrêter de s'apesantir et il faut arrêter de douter. Je pense que c'est le doute et la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. La peur, ça paralyse. La peur, c'est ce qui donne quand même beaucoup de conflits, beaucoup de guerres. Je pense que c'est la peur, l'intolérance, tout ça, ça paralyse les gens. C'est ça qui paralyse tout. Si les gens n'avaient pas peur, étaient bienveillants, essayaient de se battre, les choses iraient bien mieux, hein. Tu sais qu'il y a une phrase que tu répètes 3, 4, 5 fois dans l'émission là que j'ai Non. retenue. Je me suis dit tiens à la fin je vais lui Qu'est-ce dire, que j'ai je vais lui dit? soulever. Tu dis on n'a pas beaucoup de temps. Non, parce que je parle de ce principe-là. On n'a pas beaucoup de temps. La vie, c'est très court, hein. La vie, c'est très court. On est de passage. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Moi, mes 37 ans, bientôt, je les ai pas vus passer, hein. De mes 20 à mes 35, c'est passé comme ça, hein. Donc, je sais que, en fait, si tu pars de ce principe-là, tu fais toujours le maximum. Moi, je me dis, allez, si je meurs ce soir, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Mais quand tu pars de ce principe-là, et tu vas essayer, ta journée, elle va être dingue. Et si tu te dis que tu as le temps, quand on se dit, mais ouais, j'ai le temps, je ferai ça l'année prochaine, j'irai en voyage l'année d'après, puis la Thaïlande, j'aurais voulu le faire, bon, allez, je me laisse 5 ans. Et tu fais rien. Donc il faut vraiment, c'est là que tu dois agir, là, maintenant, maintenant. Hmm. Moi, il y a eu des moments quand j'ai dit, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire ça, non, je ne ferai pas ça, j'irai pas là, ben, je me casse. Si j'avais pas eu envie de venir te voir, j'y serais pas venu. Le projet de l'hôtel, l'académie, tout ça, ça en est où? Comment tu sais tout ça? Je vais Ben, chercher deux, trois infos quand même. j'avais envie de faire un hôtel comme une maison d'hôte, un truc. Moi, j'aime bien m'occuper des gens et j'aime bien recevoir des gens que je ne pourrais pas croiser si machin. C'est pour ça que quand tu voyages juste en sac à dos tout seul, moi j'adore voyager tout seul parce que tu rencontres des gens, tu es obligé de leur parler. Et donc l'hôtel, pour moi, c'était ou une maison d'hôte ou un hôtel. C'était un projet, mais effectivement, bon, après, avec tout ce que j'avais à faire, plus le relooking, les machins, les trucs, la télé, Mm. je me suis dit, bon, je vais peut-être attendre peut-être ma cinquantaine pour faire un truc comme ça, mais ça, c'est sûr que je l'aurai, ça, c'est sûr. Et après, tu me disais quoi d'autre? L'académie? L'académie, on y pense, mais là, pour l'instant, on fait des séminaires partout. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de structure et de vendre des places et d'aller dans les villes, ça me fait visiter les villes. Et je t'avoue que c'est tellement bien. Là, on a été où déjà la dernière fois? La dernière ville, c'était Carcassonne. Moi, je ne connaissais pas. C'était merveilleux. Et les gens, ils étaient tous venus. C'était génial. Ça, c'est une belle ville avec Ah des oui. fortifications et tout, Oui. c'est joli. Hein. Mais en plus, on m'a fait manger au restaurant du coin où il y avait tous les trucs, les plats, machin. Mm. On m'a fait rencontrer tout le monde. On m'a fait visiter la cité, machin. Mais j'ai tellement de chance. Je rencontre des gens. Je crois qu'aujourd'hui, ça m'épanouit beaucoup plus de faire ça parce que je vais dans toute la France. Les gens, en plus, ils me connaissent. L'autre jour, on a fait un concours de shopping dans un supermarché, dans un gros mall qui avait ouvert et tout. Mais je suis allé là-bas, j'ai l'impression d'être Justin Bieber, quoi, qui débarquait. Super. Et donc, tu vas à la rencontre des gens, tu as des gens qui te disent merci, moi, ça a changé ma vie, merci, moi.
Je me dis, mais putain. Et alors, du coup, là, j'essaye de vendre un nouveau programme là, à M6, parce que je veux faire un truc pour aider les entrepreneurs, pour aller plus loin, j'ai envie de changer les choses, de changer le monde. Et donc là, je suis en train de me faire chier parce que j'ai écrit un truc et tout, je voulais que ce soit bien ficelé. Et tu sais, il faut présenter vraiment un beau programme. Et j'espère que ça va marcher, je croise les doigts. Mais voilà, j'essaye à mon niveau de faire les choses bien. En tout cas, tu es un hyperactif. Hein. Oui, ça c'est sûr. On l'aura bien compris. Tu es un homme heureux? C'est la question que j'ai posée en tout début dans la présentation. J'ai dit c'est un homme heureux. Ah oui, je suis heureux. Je suis heureux. Vraiment, je suis heureux. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. T'aimerais avoir une famille, fonder une famille? J'aimerais bien. Pour l'instant, c'est un peu compromis. Je m'étais mis avec quelqu'un et je pensais que j'allais pouvoir adopter tout ça. Ça ne s'est pas fait. J'ai compris que j'étais pas avec la bonne personne. Voilà. Donc maintenant, je suis en recherche. Je suis en recherche active. Mais après, j'ai une belle famille et tout. Après, il y a un truc qui me dérangeait, c'était d'avoir un enfant ou de faire un enfant alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents, machin. Donc je voulais adopter. Je sais que c'est compliqué d'adopter. Que pour les... Beaucoup l'ont fait, hein. Hein? Beaucoup l'ont fait dans le milieu dans lequel tu es. Beaucoup l'ont fait. De faire un enfant. Non, d'adopter un enfant. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, puis ça va être des enfants, tu n'as pas de limite d'âge, ou alors des enfants qui ont une problématique, tu vois, qui vont avoir des problèmes d'attention, qui vont avoir peut-être un handicap, un léger handicap ou machin. C'est beaucoup plus compliqué pour nous, mais voilà, je me dis que je vais me battre, que de toute façon, je m'en fous, moi, en fait, qu'il ait quelque chose ou qu'il ait machin, ça sera mon enfant. Mais créer un enfant ou faire une fécondation alors qu'il y a d'autres enfants et qu'on est déjà en surpeuplage, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans l'idée de fabriquer égoïstement mon petit truc dans un four. Je sais pas, il y a un truc qui me... Mais bon, après, c'est moi. Hein, j'ai beaucoup d'idées un peu comme ça parfois, un peu arrêtées. Mais bon. C'était passionnant de t'entendre. C'est vrai? Vraiment. C'est gentil. J'ai beaucoup aimé cet échange parce que je te trouve vrai, sans filtre. C'est gentil, j'essaie. Et je trouve que tu es extrêmement inspirant à 36 piges avec tout ce que tu as vécu et de là où tu viens. C'est gentil. Je trouve ça fort, je trouve ça intelligent, je trouve ça beau. Et j'ai toujours une pensée pour ta maman que je ne connais pas. Mais je me dis... Un jour peut-être. Je me dis, quelle maman ne peut pas être fière de son fils quand il y a une ascension comme celle-ci. Les meilleurs conseils coiffure pour trouver votre style, c'est un des ouvrages évidemment. Rendez-vous sur RTL aussi, aux côtés de Laurent Ruquier, vous l'aurez compris, avec toute la bande pour les grosses têtes, puisque ça y est, maintenant c'est officiel. Et ce sera pas tous les jours. Non, mais c'est lui qui fait la sauce, donc en fait il t'appelle quand il a... 2 heures avant, il dit. Bah oui, c'est ça quoi. C'est ça. Et puis le théâtre. Oui. Les séminaires, les conférences. Les masterclass là bientôt à Paris. Les masterclass, le salon. Le salon de coiffure, mon bar, Jadine, où il faut venir boire un verre. Faut que tu viennes boire volontiers, un verre. très volontiers. Il est où d'ailleurs? Tout est dans la même rue de la Folie-Méricourt. Il y a mon salon, le bar et l'agence de relooking. Tu as vu le nom de la rue? La Folie-Méricourt, ouais. Et c'est très bien, ça me porte bien son nom. Ça porte bien son nom. Bah ouais. T'es vachement bien tombé. Et oui, j'ai beaucoup de chance, je te dis. C'est la folie. Ouais, c'est vrai. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'étais ravi. On se retrouve très vite sur ABC. Vous commentez, vous partagez, vous connaissez le principe. Allez, salut.